Bonsoir, mardi 7 janvier, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV 78, 26 minutes d'actualité locale. Tout de suite, les titres de cette édition. La visite de Jean-Baptiste Djebbari à Toussus-le-Noble, le secrétaire d'État au transport, était hier sur le site de l'aérodrome. Découverte sur place des nouvelles technologies de l'aéronautique propre, dont l'avion électrique Alpha Electro. La première Job Academy avec le département des Yvelines bientôt terminée. Cette action de retour à l'emploi est proposée par Face Yvelines. Nous avons suivi une filleule pendant plusieurs étapes de son parcours. Et puis la page dédiée aux élections municipales à la fin de ce journal. À Guyancourt, l'Union des démocrates musulmans français a investi un candidat, Mabella Dekiouk, qui se présente pour la première fois au scrutin. Mais avant de commencer, 5 ans, jour pour jour, qui a été perpétré l'attentat contre Charlie Hebdo. 12 victimes assassinées, dont 8 membres de la rédaction et 2 policiers. Le 7 janvier 2015, date du début de cette folie meurtrière qui durera 3 jours et qui causera la mort d'une autre policière ainsi que de 4 personnes lors de l'attaque contre l'hypercachère à Paris. Contre la barbarie, souvenez-vous, de nombreux hommages s'étaient déroulés dans les Yvelines, notamment à Rambouillet. Le dimanche 11 janvier 2015, 10 000 personnes ont participé à une marche dans la ville du Sud-Yvelines, dans le cortège des pancartes « Je suis Charlie » et de nombreux drapeaux français. Je vous le disais dans les titres, le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu à l'aérodrome de Toussus-le-Noble ce lundi, l'occasion de dresser un bilan de l'avion électrique en fonctionnement depuis 1 an sur le site et de découvrir les moteurs propres de demain. Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. Valoriser les innovations aéronautiques compatibles avec les engagements écologiques et environnementaux pris par le gouvernement, notamment lors de la COP21, c'était l'objectif du secrétaire d'État des Transports en visite à Toussus-le-Noble. Il a lui-même essayé cet avion électrique Alpha Electro, plus propre et surtout moins bruyant, destiné à la formation des pilotes en service depuis presque 1 an. Nous avons un avion qui vole. Et le fait que le ministre vienne, c'est un facteur supplémentaire pour faire comprendre à l'ensemble des parties prenantes que oui, on est sur une solution de transition énergétique avec un avion volant avec de l'énergie électrique. La visite s'est poursuivie avec la présentation de la start-up Turbotech qui présente son avancement dans la construction de moteurs propres. L'entreprise d'une dizaine de salariés vise une centaine d'embauches à l'horizon 2025. Dans l'aéronautique, il y a beaucoup de concurrence, surtout dans les nouvelles technologies, dans la propulsion électrique. Turbotech actuellement a une longueur d'avance, et donc la France a une longueur d'avance. Ce qu'on aimerait, c'est aller très vite pour pouvoir justement garder cette longueur d'avance et être les premiers à proposer des solutions réellement utilisables de propulsion hybride pour l'aéronautique, ce qui est le cas actuellement. Et c'est donc au travers des discussions que j'ai eues ici, la conviction que nous saurons inventer en France un modèle qui réconciliera à la fois l'écologie, l'industrie, les territoires et le progrès, ce qui, dans les temps que nous connaissons actuellement, me paraissent tout à fait à propos. Des avions dont la pollution environnementale et sonore sont diminuées, des innovations développées à Toussus-le-Noble dont l'objectif est donc aussi de rayonner à l'international. Le secrétaire d'État qui a été bien sûr questionné sur la grève actuelle contre la réforme des retraites, 34e jour de mouvement alors que les négociations ont repris aujourd'hui entre le gouvernement et les syndicats. Une mobilisation qui perturbe encore le trafic dans les transports. Le dépôt des Carphébus à Versailles a été une nouvelle fois bloqué ce matin. Du côté des rails, vos prévisions de circulation pour la journée de demain mercredi. Sur la ligne U, comptez un train toutes les 30 minutes aux heures de pointe. C'est un train par heure aux heures creuses, pas de circulation après 20h15. Pour la ligne N, des trains circuleront toute la journée. Il y aura un train toutes les 15 minutes à 2h30 sur l'axe Paris-Montparnasse-Rambouillet aux heures indiquées. C'est à peu près la même chose sur l'axe Plaisir-Grignon. Et pour les lignes de RER, quelques changements. Attention, plus de trains après 19h30 sur le RER A et B. Côté A, un train sur 2 aux heures de pointe et un train toutes les 30 minutes sur la branche Yvelines. C'est un train sur 2 aux heures de pointe sur le RER B, un train sur 3 aux heures creuses. Enfin, pour le RER C, comptez un train sur 3. Conséquence sans doute du blocage de 7 des 8 raffineries françaises et aussi de l'afflux des automobilistes pour faire le plein d'essence. Quelques stations-service des Yvelines se retrouvent en rupture partielle, voire totale de carburant. Selon la carte que vous voyez, la carte participative monessence.fr, 2 stations seraient à sec à Saint-Quentin en Yvelines à 17h, moins de 5 en rupture partielle. Le blocage des raffineries est prévu jusqu'à vendredi au moins. Le gouvernement et acteurs du secteur ne parlent pas encore de pénurie.
Accompagner les demandeurs d'emploi par des employés d'entreprises du territoire, c'est l'objectif de la Job Academy proposée par la Fondation Agir contre l'exclusion. Une nouvelle édition se tient jusqu'au 31 janvier avec le Conseil départemental des Yvelines. La première édition avec cette collectivité, Aurélie Ronze et Mélanie Poquet ont suivi l'une des filleules lors de plusieurs ateliers. Regardez. Peut-être que c'est plutôt effectivement sur les intitulés qu'on va mettre l'accent, plus qu'effectivement que sur la date. 2 fois par mois depuis le mois d'octobre, Anne-Charlotte et Sandrine se rencontrent entre marraine et filleule. Anne-Charlotte est demandeuse d'emploi, mère de 4 enfants. Elle cherche à reprendre son parcours professionnel. C'est plus un projet professionnel en fait que je viens chercher parce que je suis un peu perdue devant l'étendue et puis peut-être pas très sûre de moi étant donné que j'ai pas travaillé pendant quelques années. J'ai une formation juridique donc ça pourrait être le juridique mais voilà, je suis ouverte à beaucoup de choses aussi. Sandrine est salariée des Yvelines. Comme 11 autres membres de la structure, elle s'est portée volontaire pour participer à une Job Academy, une première pour l'établissement départemental. Je suis assez intéressée par l'accompagnement. Les questions liées à l'emploi m'intéressent. Et puis j'ai la curiosité de l'autre et je trouve qu'on se nourrit aussi beaucoup de l'expérience de l'autre. Et ils sont vraiment issus de l'ensemble de nos directions. Nous avons des travailleurs sociaux, des personnes de la RH, des systèmes d'information, nous avons même des personnes de la direction générale des services. Donc voilà, un large panel de nos métiers. La Job Academy, ce sont aussi des ateliers en groupe, 4 mois d'échanges professionnels initiés par FACE Yvelines, la fondation Agir contre l'exclusion. Comment on arrive, chacun d'entre nous, à surmonter une épreuve ? Parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où on manque de confiance en soi. Partage de moments difficiles ou d'espoir lors de la recherche d'un emploi, un moyen de trouver des clés techniques et morales. Et ce qu'on appelle, nous, aller vers une meilleure employabilité. C'est ce qui va donner cette impulsion par un accompagnement qui est personnalisé, mais qui est surtout fait dans le cadre de l'entreprise. Atelier d'échange, mais aussi atelier pratique. Ce matin, la simulation d'entretien est faite par un membre des ressources humaines et une marraine. Anne-Charlotte postule à une offre d'emploi de juriste des droits des affaires. On a l'impression de passer un vrai entretien, donc c'est bien, c'est un bon... Ça booste et ça aide à se préparer. Ça motive et puis elles m'ont donné aussi plein de petits trucs, elles m'ont dit aussi ce qui n'allait pas et sur lequel il fallait travailler un peu, donc... non, c'est très constructif. Dans quelques jours, Anne-Charlotte retrouvera sa marraine pour finaliser son projet professionnel. La Job Academy se termine le 31 janvier. Sur les 12 filleuls accompagnées, 6 ont déjà trouvé un emploi. En ce mois de janvier, les maires de l'agglomération ont commencé leur cérémonie de vœux à la population. Hier soir, lundi, c'est Bertrand Houillon qui a présenté les siens à Manille-les-Hameaux, l'occasion pour le maire Génération de tirer un bilan de l'année 2019 à la fin des travaux de la plaine de Chevincourt ou encore le futur de 2 fermes présentes sur la ville, celle de Gomberville qui a été acquise par 50 ans en Yvelines. La ferme de Bulloyer ne sera finalement pas vendue, résultat d'une réunion organisée en décembre avec l'agglomération. Les précisions du maire au micro de Mélanie Poquet. L'objectif de travail sur un projet qui soit à vocation agricole, à vocation donc locale, d'insertion, de formation et de tourisme. C'était le combat qu'on a mené pendant toute l'année précédente, voire les années précédentes encore, puisque cette ferme n'est plus utilisée depuis 2015. On souhaite absolument que la partie agricole de cette ferme puisse retrouver sa vocation. On a des serres, on a des espaces en plein champ qui étaient magnifiques, qui sont aujourd'hui déplorables. C'est l'un des premiers temps forts du sport saint-quentinois en ce début d'année. L'Open de tennis de La Verrière débute samedi. Il se déroulera jusqu'au 2 février sur les cours couverts du parc sportif. Philippe Cousteau, on en parle avec Pascal Jouze. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association de tennis de La Verrière. Ce tournoi, on peut dire que c'est l'événement phare du club de la saison ? Tout à fait, ouais, c'est l'événement phare de notre saison, de notre petit club qui comporte 100 adhérents. On attend le commencement de ce tournoi qui commence samedi et on va pouvoir accueillir 140 inscrits. Cette année, 140 inscrits ? 140, donc 30 femmes. Malheureusement, ça diminue d'année en année, mais
On essaye de promouvoir le tennis chez les femmes et ça prend petit à petit. Avec un tableau simple messieurs, un tableau simple dames. Il est ouvert ce tournoi à tous les licenciés de tennis de plus de 16 ans. Quel est le profil des joueurs qui seront présents à partir de samedi ? Donc là, on démarre samedi. Le profil, en fin de compte, c'est des licenciés. On commence par les non classés, puis on finira par les meilleurs. Le tournoi est ouvert à 3-6. Que depuis cette année, puisqu'avant c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Nous étions ouverts jusqu'à 5-6 avant, et cette année, on l'a ouvert à 3-6. Donc c'est une bonne chose ça pour l'Open, qu'il y ait des joueurs de plus haut niveau du coup qui participent. Ça permet d'augmenter le niveau, de voir des joueurs qui jouent de mieux, et puis ça permet aussi, puisqu'on a 4 anciens vainqueurs de tournois qui ne pouvaient pas revenir puisqu'ils étaient limités, après ils montaient en classement et après ils ne pouvaient pas revenir. Donc cette année, nous avons 4 anciens vainqueurs qui vont pouvoir revenir. Alors pour les non-initiés au tennis, ceux qui ne connaissent pas comment fonctionnent les classements, remporter le tournoi, ça permet de collecter des points, d'améliorer son classement ? Ça permet de collecter des points, pas forcément augmenter son classement parce que ça dépend de toute une saison, mais ça en fait déjà une partie. Si on gagne un tournoi, on gagne au minimum 3 matchs déjà, donc ça permet de collecter quand même pas mal de points qui permettent d'augmenter son classement. Et donc les matchs qui débuteront samedi et ça se poursuivra jusqu'au 2 février. Du côté de l'association de tennis de la Verrière, comment ça se prépare en coulisses ce tournoi ? Donc en coulisses, on prépare tout pour pouvoir accueillir tous les joueurs, donc les permanents, donc à peu près une dizaine de permanents qui seront là 2 par soir pour aider le juge arbitre, pour accueillir les joueurs de 18h jusqu'à 21h, les derniers matchs lancés. Parce qu'il y aura des matchs en soir la semaine et toute la journée le week-end ? Et toute la journée le week-end, sachant qu'un match commence à peu près à 18h, mais on ne sait pas quand il finit. Donc il y a 3 matchs le soir. Donc un match qui est prévu à 21h peut très bien commencer à 22h, 22h30 et se terminer à pas d'heure. Donc une implication importante des bénévoles pendant ces 3 semaines ? Tout à fait, tout à fait. Donc tous les bénévoles sont là, présents pour pouvoir accueillir et puis libérer les joueurs une fois qu'ils ont fini leur match. Dernière question, est-ce que tout est prêt ? On est à quelques jours, ça débute samedi, cet Open de tennis ? Tout est prêt, on va organiser la dernière réunion vendredi, la veille du tournoi, pour pouvoir que tout le monde soit au taquet pour démarrer à 9h samedi matin. L'Open de tennis de la Verrière du 11 janvier au 2 février. Merci Pascal Jousse, président de la TLV, l'association de tennis de la Verrière. Deuxième voyage à présent dans notre machine à remonter le temps. Toute cette semaine, retour sur les événements qui ont marqué l'année 2019. Les faits marquants d'avril à juin, c'est avec Manon Varaldo. Le mois d'avril a commencé avec un nouvel adhérent pour Activity. 50 ans en Yvelines, a rejoint l'agence d'insertion professionnelle. Le territoire de Saint-Quentin, c'est avec le territoire de la vallée de la Seine, le territoire où il y a à la fois le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA, mais aussi où il y a le plus grand nombre d'entreprises. Il y a un dynamisme entrepreneurial qui est très marqué. VDCOM a fêté ses 5 ans. Pour l'occasion, l'institut installé à Versailles-Satori organisait une journée porte ouverte. Avec ses 200 employés, VDCOM réfléchit à une mobilité du futur autour des véhicules électriques et autonomes. Ce drame a ému toute la France mais aussi le monde entier. La cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu lundi 15 avril à 18h50, un symbole fort pour la communauté catholique. Je suis vraiment bouleversé par ça. C'est vraiment un symbole, effectivement, vous employez le bon mot, un symbole qui est parti en fumée, et l'émotion que ça suscite chez moi, je crois vraiment que c'est de la tristesse. On se dit mais quel gâchis quoi. Le département des Yvelines a rendu hommage le 7 mai à ses soldats du feu. 57 d'entre eux ont reçu une médaille pour avoir combattu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Avec la première biennale d'architecture et de paysage, la région Île-de-France ouvrait ses portes à Versailles le 3 mai. BAP, 3 lettres pour découvrir l'architecture à travers des lieux de patrimoine, des colloques ou encore des expositions. Je voulais qu'on donne à voir à tous les franciliens ce que le Grand Paris allait être en 2030. Côté sport, le championnat national de Quidditch issu de la célèbre saga Harry Potter s'est déroulé au Clé-sous-Bois. Parmi les équipes, les Headless Hunt, le seul club yvelinois dans cette discipline.
Après 3 ans de travaux, le musée du jouet de Poissy a rouvert ses portes le 11 mai. 600 jouets ont été rassemblés, choisis par les 14 000 de la collection du musée inaugurée par le ministre de la Culture, Franck Riester. Fin mai, une grève mondiale était organisée pour le climat. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France. À Saint-Quentin, en Yvelines, c'était une première. 300 manifestants étaient présents selon les organisateurs. Autre rassemblement, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli 2 manches de la Coupe du Monde de BMX. 260 concurrents issus de 25 nationalités se sont affrontés. L'événement affiché complet. Lutter contre les déserts médicaux, une volonté du département. Le 14 juin se tenait l'inauguration de la maison médicale d'Aubergenville. 8 professionnels de santé se partagent les locaux. D'ici 2022, 20 établissements de ce type couvriront le territoire. Santé toujours, les services des urgences des hôpitaux en grève depuis 3 mois, déclenchés notamment suite à une série d'agressions. Ils demandent une hausse des salaires et des effectifs, mais aussi de meilleures conditions de travail. Une partie du personnel du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie était en grève. Le mois de juin rime avec baccalauréat pour les lycéens. Il a débuté le 17 juin par la traditionnelle épreuve de philosophie. Ils étaient 70 944 candidats dans les Yvelines. Pour les plus petits, la préoccupation n'est pas aux révisions mais aux jeux de construction multiples. Situés à Chambourcy, les bâtisseurs en air proposent aux enfants et leurs parents de s'évader dans leur monde imaginaire, un concept unique en France et en Europe. Fin juin, les pelleteux sont rentrés en action sur le chantier de démolition de la piscine de Maurepas. Malgré plusieurs recours d'une partie de l'opposition qui souhaitait une réhabilitation, c'est bien une déconstruction puis une reconstruction qui s'annonce. L'invité politique pour clôturer ce journal, c'est Mabella Dekiuk. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 49 ans, habitant de Guyancourt depuis 15 ans. Vous allez conduire aux élections municipales dans la ville la liste de l'UDMF. Vous êtes le premier candidat connu dans les Yvelines de l'Union des démocrates musulmans français, qui prévoit aussi d'investir des candidats à Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et les Mureaux. L'UDMF, déjà, c'est un mouvement qui est né en 2012. Quelles sont les valeurs que défend le parti ? Les valeurs de vivre ensemble, de partage, des valeurs sociales, économiques également. On essaie de rassembler les Français autour de notre projet et de faire en sorte que justement tous puissent être sous la même enseigne. Avec une volonté de défendre les minorités, ça c'est un axe fort aussi. Les Français dans leur majorité, bien sûr, mais les minorités en particulier également, qui souvent se sentent rejetées par nos politiques, on va dire, après chaque élection. Alors, l'UDMF, c'est un parti qui a été accusé d'être un parti communautaire, notamment en raison de la présence du mot musulman dans le nom du mouvement. Que répondez-vous à cela, à ces accusations de communautarisme ? Ça n'est pas du tout un parti communautariste, loin de là. Le terme musulman peut renvoyer vers plusieurs terminologies, plusieurs définitions. La première, la plus connue, forcément, c'est la dimension religieuse, pour laquelle nous ne sommes ni compétents ni référents. Nous laissons cela aux organismes compétents. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension religieuse au sein de l'UDMF ? C'est pour ça qu'il y a plusieurs, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs dimensions. Là, vous avez une dimension culturelle. Nous ne sommes pas non plus dans cette catégorie-là. Et vous avez aussi une dimension, je dirais, qui est plus démographique. Et donc, c'est cette population qui se sent stigmatisée aujourd'hui, comme beaucoup d'autres minorités en France. Et c'est symbolique d'un échec social, en fait, d'un échec d'intégration sociale de notre gouvernement, tout simplement, ou des politiques en général. Au niveau de l'échiquier politique, c'est un parti qui se situe plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt à gauche. Surtout à gauche. Surtout à gauche. Oui, tout à fait. Vous êtes d'ailleurs, vous, un homme de gauche, père d'une famille recomposée. Vous êtes ingénieur en télécommunication et information. Et on précise que c'est votre première participation à un scrutin en tant que candidat. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer justement dans cette démarche politique ? C'est suite à, on va dire, un cheminement. Je suis également président d'une association humanitaire sur Guyancourt depuis bientôt 6 ans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une réelle déconnexion, on va dire, entre la mairie et les Guyancourtoises et Guyancourtois, bien sûr, mais aussi le tissu social de notre ville, tout simplement. Et j'ai voulu justement m'engager parce que j'estimais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire
pour ses habitants. Et pourquoi avec l'UDMF, justement ? Aujourd'hui, l'UDMF, pour moi, incarne réellement ce besoin de réconciliation des Français, ce besoin d'une justice sociale équitable, tout simplement. Alors Guyancourt, c'est une ville de gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était d'abord avec des maires communistes, puis socialistes. Vous pensez qu'une alternance est possible ? Alors toujours à gauche, puisque vous vous définissez homme de gauche, mais une alternance est possible à Guyancourt ? Je pense que oui. Je pense que oui. Si on rappelle le contexte, c'est une ville qui a connu 3 maires en 6 ans. François Deligné, qui était maire depuis 2002 et qui a rendu son écharpe en 2016. Marie-Christine Le Ternec lui a succédé en 2019 lui a succédé en 2016 avant de démissionner en 2019 pour raison de santé. François Morton est le nouveau maire de Guyancourt depuis mai 2019. Quel regard vous portez sur le travail qui a été mené par la mandature actuelle pendant ces 6 ans ? Pendant ces 6 ans, on va dire que dans l'ensemble, c'était assez satisfaisant. Bien qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, il y a une certaine déconnexion qui s'est opérée au niveau de la municipalité avec le reste de la population, d'où justement le fait qu'aujourd'hui, vous trouvez 5 listes. C'est une première à Guyancourt. On a eu, comme vous l'avez mentionné il y a quelques instants, 3 maires successifs pour un seul mandat. Vraiment, il y a un certain malaise qui s'est instauré à Guyancourt, d'où cette diversité, on va dire, de partis qui émergent aujourd'hui. Parlons de votre programme, quelques axes forts, une priorité déjà à l'éducation avec une volonté affichée de lutter contre le décrochage scolaire. Tout à fait. Le décrochage scolaire est un fléau qui gangrène un peu dans toutes les villes, je dirais. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, il y a très peu de débouchés ou très peu d'alternatives pour ces élèves, pour ces enfants qui ne se retrouvent plus en fait dans l'éducation classique. Et donc nous avons un projet justement pour la ville concernant ce type de préoccupation. C'est notamment d'aider aussi à l'orientation, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Est-ce que sur cet aspect, il n'y a pas une carte à jouer avec l'UVSQ qui est présente aussi sur le territoire, l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui va intégrer progressivement la grande université Paris-Saclay ? Tout à fait, ça serait l'idéal de tisser des partenariats comme ça, aussi bien avec les universités qu'avec les entreprises locales, étant donné que Guyancourt est quand même une ville assez riche de par cette diversité de travail. Autre axe de votre programme, c'est de lutter contre la congestion routière. Est-ce que c'est une nécessité quand on sait qu'à Guyancourt va arriver cette grande ligne de métro, la ligne 18, qui est prévue à l'horizon 2030 ? 2030, ça fait quand même assez long. On est encore sur un projet, voilà, il faut agir avant, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre dans 5 ans en termes de congestion routière. Si on doit attendre 2030, dans 10 ans, pour pouvoir commencer à réfléchir, si on n'avait pas pris les mesures nécessaires bien en avant, on risque d'être confronté à quand même pas mal de problèmes. Donc ça veut dire qu'il y a des aménagements à faire en ce sens ? Certainement. Il y en a énormément, spécialement lorsque vous partez de chez vous à 8h du matin et que vous arrivez au rond-point des Sangliers à Guyancourt, c'est une catastrophe. Sur l'urbanisme, Guyancourt est une ville qui a énormément changé. Il y a eu des constructions de logements, des réhabilitations. Vous souhaitez implanter de nouveaux logements sociaux dans la ville. Est-ce que c'est nécessaire quand on sait qu'il y a environ 48% de logements sociaux déjà ? Il y a 48% de logements sociaux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, on se retrouve quand même dans une problématique à Guyancourt où vous avez des gens qui ont des demandes de logement qui n'aboutissent pas, tout simplement, qui ont une demande de logement qui date de 5, 7, 10 ans et qu'il n'y a pas de solution pour eux aujourd'hui. C'est davantage les aider voilà, sachant qu'autour d'eux, ces gens-là voient des constructions sortir de terre d'année en année et ils ne peuvent pas en être bénéficiaires. Et quelques autres axes forts de votre programme, quels sont-ils ? La sécurité, je pense que la plupart des candidats, nous avons des points communs en termes de programme. C'est juste les solutions que l'on va proposer qui diffèrent. Voilà, tout à fait. Donc pour nous, l'éducation est prioritaire. Nous avons ensuite la sécurité. Nous avons également l'écologie. Et c'est ce que nous allons proposer prochainement aux Guyancourtoises et Guyancourtois lors de nos débats. Et tout ce programme, ces projets que vous voulez porter nécessitent forcément un lien fort avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que les liens actuels sont satisfaisants ? Est-ce qu'il faut les renforcer ? Non, je pense qu'il est impératif de les renforcer. Aujourd'hui, il y a cette déconnexion entre la population et la ville. On la retrouve également avec la communauté d'agglomération.
malgré ce qu'on peut nous dire en conseil municipal. Sur le terrain, c'est autre chose. Un mot sur votre liste pour terminer. Est-ce qu'elle est totalement constituée? Vous êtes encore à la recherche de colistiers? Nous sommes encore à la recherche de talents, on va dire, tous différents, on va dire. Nous sommes ouverts à tout le monde, sans distinction de religion, de conditions sociales ou autres. Vous êtes français, vous voulez vous investir pour les Guyancourtoises et Guyancourtois, rejoignez-nous. Donc une place forte donnée aux citoyens. On voit fleurir des démarches citoyennes dans toutes les communes. C'est ça. Ces démarches citoyennes, justement, quand vous y regardez de plus près, elles se forment justement parce que au niveau des politiques, on ne s'y retrouve plus, tout simplement. Et vos prochains rendez-vous avec les Guyancourtois, justement? Dans la 3e semaine de janvier, non, on n'a pas encore défini une date. Il faut qu'on fasse une réservation de salle auprès des services municipaux et vous en serez informés. Merci Mabella Dekiuk. Je rappelle que vous êtes à la tête de liste de l'Union des démocrates musulmans français à Guyancourt pour ces municipales. Dans cette ville, 4 autres listes sont en cours. Celle du maire d'Hiver Gauche sortant, François Morton, avec Guyancourt pour tous. Nouvel élan pour Guyancourt sera conduite par Grégory Pape, soutenu par La République En Marche. Olivier Pareja sera en liste pour Décidons Ensemble à Guyancourt. Une liste participative. Enfin, Rodolphe Barry conduira la candidature Ensemble Agissons pour Guyancourt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, première édition du 7-8 Culture de cette année 2020, une émission en grande partie consacrée ce soir à la fête du conte qui démarre le 15 janvier à Saint-Quentin en Yvelines. Belle soirée sur TV78.